Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Notre invité du jour est Stanislas Leloup. Stan, pour les intimes, est le formateur marketing le plus connu de France. Il a plus de 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube Marketing Mania et fait des dizaines de millions de vues avec ses vidéos. Il a commencé des études à l'ESSEC, une grande école de commerce, mais a rapidement décidé de tout plaquer pour partir en Asie et devenir entrepreneur sur le web. Aujourd'hui, il donne des formations pour apprendre aux personnes souhaitant entreprendre comment vendre efficacement sur Internet. Avec Stan, nous allons donc parler des marketeurs, des DNVB, ces marques qui naissent sur Internet, de ce que l'on apprend ou non en école de commerce, et essayer de se mettre dans la peau d'un entrepreneur du web qui cherche à nous vendre efficacement de la nourriture pour notre animal. Donc bonjour Stan. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ce podcast et d'entrer dans un monde que tu ne dois pas connaître, car à ma connaissance, tu n'as pas d'animal de compagnie. Plus, non. Donc pour t'expliquer la raison de ton invitation, je vais te décrire un peu le marché du pet food. Donc c'est un marché qui a un taux de croissance annuel moyen de 3%. Donc ça fait rêver de nombreuses personnes sorties d'école de commerce qui débarquent pour séduire les pet parents et faire 10 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Donc j'invente rien, c'est le titre d'un épisode du podcast Le Panier, dans lequel une DNVB du pet food a été interviewée, donc une marque sur Internet. En soi, que les marketeurs soient là pour séduire les gens, leur vendre des trucs et faire de l'argent, c'est pas tellement un problème en soi. Pour moi, ça le devient un peu plus quand les techniques utilisées sont celles du bullshit marketing, et je trouve que c'est un peu la norme dans le pet food. Cependant, comme je suis persuadée que personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais raconter de la merde pour vendre », je t'ai invité pour me mettre dans la peau d'un marketeur et comprendre leur psychologie. Donc c'est parti pour la première question. Est-ce qu'en école de commerce, il existe des cours d'éthique du marketing ? Bonne question. Probablement. Pour être honnête, j'ai pas le souvenir d'avoir été en cours en école de commerce, quel que soit le sujet. Donc je suis peut-être pas la meilleure personne à en parler, mais je suis sûr qu'il faut des cours là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en école de commerce, t'apprends pas vraiment de marketing en fait. École de commerce, tu as 3 types de cours. Tu as des cours de PowerPoint, donc les cours de marketing rentrent dans cette catégorie. Tu fais des jolis PowerPoint pour tes product managers chez Renault et tu fais une étude de marché sur la prochaine Renault qui va sortir, etc. C'est pas vraiment comment tu vas vendre des produits. Tu fais des cours d'Excel, genre de la compta, etc. Ça, qui pour le coup a une pertinence pour certaines carrières, moins en marketing. Et puis après, tu as des cours de blabla qui sont souvent les plus intéressants. Du type les cours de négociation, etc., où tu apprends un petit peu ces compétences-là. Mais si tu veux, c'est pas vraiment en école de commerce que tu apprends le marketing. Je suppose qu'il y a des cours qui s'appellent marketing, mais pour moi, tu n'apprends pas vraiment des compétences qui vont être nécessaires pour faire le genre de boîte dont tu parles. Et est-ce qu'il y a des cours d'éthique du marketing ? Oui, mais à mon avis, ils sont aussi peu pertinents que le reste. C'est-à-dire, on te montre un joli PowerPoint et à la fin, toi, tu présentes un PowerPoint à toute la classe. Et c'est bien, tu as eu une bonne note et tu es content. Voilà. Et du coup, comment ils vont se former pour apprendre à vendre ? Avec toi ? Honnêtement, oui. Avec moi, je ne suis pas le seul, mais il y a des bouquins que tu peux lire. Il y a plein de bouquins. Tu vas lire un bouquin comme par exemple Robert Cialdini, qui a écrit un bouquin qui date des années 60 sur la psychologie humaine. Tu apprendras beaucoup plus d'éléments de vente qu'en école de commerce. Des éléments évidents que tout le monde connaîtront, par exemple l'importance de la preuve sociale, l'importance de l'urgence. Donc il y a beaucoup de ressources que tu peux trouver, soit dans les livres, soit chez des formateurs comme moi, soit sur YouTube. Et les gens qui vont monter des boîtes, des startups de ce type-là vont apprendre là-dedans. Et également dans les podcasts, comme tu l'as mentionné. Les écoles de commerce en tant que telles, à mon avis, pour te former à faire du marketing pour une petite boîte, ils ne sont pas là en fait. Ils te forment à faire du marketing pour des énormes boîtes, qui est moins du marketing que de la communication interne, de comment est-ce que tu communiques le projet à ton supérieur. Parce qu'aucune personne qui sort d'école de commerce, en fait,
va être mis en contrôle d'une vraie campagne marketing. En fait, il va faire du consulting, il va faire des rapports, des PowerPoint pour quelqu'un d'autre qui lui va faire les campagnes marketing. C'est-à-dire que les gens que tu vois qui vont monter des startups en sortant d'école, eh ben, ils ont appris un petit peu par eux-mêmes, en parlant à des gens, en cherchant des ressources, etc. Donc en fait, ils n'ont jamais appris qu'il y avait une réglementation ou une réglementation de la publicité ou des choses comme ça. Ben, tu vois, à ce niveau-là, moi, je ne saurais pas m'avancer. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai le souvenir d'en avoir entendu parler en école? Non, mais bon, j'y étais il y a 10 ans et honnêtement, je n'ai pas un grand souvenir d'y avoir été de toute manière. Si eux, c'est quelque chose que tout le monde connaît, est-ce que les gens connaissent l'ensemble des détails? Non. À ma connaissance, moi, quand je vois des gens qui sont dans ce genre de domaine, je connais pas mal de gens qui sont, mettons, dans le domaine de la santé, des suppléments, etc. En fait, généralement, toutes tes pages passent par un avocat, en fait. Tu as une personne en interne un département juridique, quoi, qui s'en occupe. Ce qui veut dire que la personne moyenne va avoir une connaissance assez superficielle, parce qu'en fait, généralement, c'est pareil, tu vois, tu me parles d'école de commerce, c'est des énormes boîtes. En école de commerce, tu es marketeur, tu fais du marketing. Il y a un département juridique qui fait. Tu vois, tout est très, très, très compartimentalisé dans ces boîtes-là. Et même dans les boîtes qui sont un peu plus petites, mais tu vas souvent avoir, dès que tu es dans des domaines comme la santé, etc., tu vas souvent avoir un département juridique parce qu'en fait, si tu veux, personne n'a envie de faire reposer ce risque juridique sur les épaules d'un gars qui sort d'école de commerce de toute manière. Donc il faudra de toute manière un département juridique qui couvrira le truc. Et je suppose que les gens qui sont dans ce genre de domaine apprennent sur le tas. Ah tiens, l'autre jour, Jean-Marie du département juridique il m'a dit que ça, il ne fallait pas le faire. Du coup, je m'en souviens et ils apprennent comme ça, à mon avis. Alors il y a des grosses... Non, ce que tu dis, c'est vrai, dans les grosses boîtes, donc dans les grosses boîtes du pet food, il y a un département marketing et un département réglementation. Ils peuvent évidemment pas se blairer, parce que le marketing dit « Ouais les gars, on n'a qu'à faire ça », la réglementation fait « Non mais on peut pas faire ça en fait ». Donc c'est très généralement assez tendu entre les deux départements. Mais le problème de ces toutes petites boîtes, c'est qu'elles sont créées généralement par 2 personnes qui ont 2 profils marketing et t'as pas de profil réglementaire. Et du coup, je pense qu'ils ignorent totalement. Si ta question c'est est-ce que toutes les personnes qui font du marketing sont ignorantes de ces questions, dans certains cas ils peuvent le connaître, mais en fait la quantité de régulation qui peut exister est tellement énorme qu'un individu probablement est ignorant d'une grande partie de ce qui peut exister, probablement, tu vois. Et après, si tu es dans un domaine particulier, tu apprends, quoi. Ce qui est parfaitement normal, mais tu vois, typiquement, pour moi, le marketing, c'est de la publicité. Donc, savoir que genre la publicité, elle doit être véridique, loyale et vérifiable, ça me paraît être la base. Et j'ai l'impression que pas tellement, tu vois. Est-ce que toi, par exemple, quand tu enseignes aux gens le marketing, tu leur dis « Attention, il y a des règles, on peut pas te dire n'importe quoi ». Bien sûr. Mais pour moi, si tu veux, c'est beaucoup plus un truc, si tu veux, c'est beaucoup plus quelque chose de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est correct par rapport à ton client, etc. Si tu me demandes de te ressortir la définition que tu viens de donner, je ne la connais pas. Ce que tu fais, c'est que tu dis que des trucs qui sont vrais. Si tu dis un truc, tu avances la preuve derrière que c'est vrai. Si tu ne penses pas que ça soit vrai, tu ne le dis pas et tu fais attention à ça. Tu vois. Pour moi, c'est plus du bon sens en fait sur beaucoup d'éléments. Et sur d'autres éléments, c'est pas du bon sens. Et c'est là où il faut aller chercher vraiment des trucs juridiques compliqués. Par exemple, tout ce qui est RGPD, pour moi, c'est pas du tout du bon sens en fait. C'est pas extrêmement logique et intuitif. Donc là, c'est là où tu es obligé d'avoir une validation extérieure. Mais si tu fais juste une pub pour dire quelque chose, effectivement, la plupart des gens n'auront pas un département juridique. Parce que si ce que tu dis dans ta pub est correct et que tu touches pas à un domaine touchy comme tout ce qui est la santé, etc., où là, il y a beaucoup d'éléments que tu n'as pas le droit de dire. Voilà. Si tu fais une application de méditation, par exemple, tu dis, voilà, mon application va vous aider à méditer. C'est ce que je veux dire. Tant que tu mets pas de faux trucs dedans, généralement, les gens sont OK avec. Alors, je sais pas, ça se trouve, il y a des réglementations sur les applications de méditation, tu vois, que je connais pas, et donc dans ce cas-là, j'ignore un élément, c'est bien possible. Mais là, justement, en fait, on touche au domaine de la santé, parce que Ouais. donc on parle d'alimentation du chien et du chat, et justement, ces gens font des promesses de santé. Ouais. Et ce qui est totalement illégal, tu vois, de dire, votre animal, il va vivre plus longtemps. Enfin, c'est pas illégal, c'est juste, vous devez pouvoir le prouver. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas possible. Et même quand on leur dit, mais en fait, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu parce qu'il n'y a pas de régulation. En gros, c'est la DGCCRF qui s'occupe de ça, donc la répression des fraudes. Sauf que c'est la même pour l'humaine et elle est déjà assez occupée en humaine et elle s'en sort déjà pas. Donc ils savent très bien qu'ils ne sont pas emmerdés. Et du coup, ils s'en foutent. Mais je me dis, ils dorment la nuit en sachant
qu'ils ont menti et que c'est illégal et ils s'en foutent. Enfin, tu vois, est-ce qu'il faut vendre son âme à l'entrée d'école de commerce? Comment ça se passe? Probablement qu'ils se disent effectivement que les gens verront pas la différence. À mon sens, la question que je me poserais, c'est en fait, est-ce qu'ils ont des études, est-ce qu'ils n'ont aucune étude, est-ce que les gens les vérifient ou pas? Tu vois, c'est là où se poserait peut-être la question qu'eux, ils auraient, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent vraiment votre chien va vivre plus longtemps et c'est tout? Il n'y a pas d'études, il n'y a rien, et c'est juste, faut me croire sur parole. Comment ça Oui. fonctionne? Ouais, c'est ça. Ils disent, avec mes croquettes, vous aurez une meilleure espérance de vie. Et il y a genre 0 preuve. Et, ou alors, enfin là, typiquement, il y a une DNVB, donc dans le podcast Le Panier, là, le mec dit, il y a des études scientifiques, donc tu apprécieras l'argument d'autorité, qui montrent qu'avec les céréales, les chiens meurent d'un cancer au bout de 6 à 7 ans. Donc moi, j'entends ça. Je dis, ok, j'adore les études scientifiques. Mon boulot, c'est de faire de la vulgarisation scientifique. Donc je dis, je veux bien les études. Il me dit, ah ouais, non, en fait, il n'y en a pas, donc je vais arrêter de dire ça. Enfin, c'est un peu tard déjà, parce que tu l'as dit dans un podcast. Mais le mec, il savait. Enfin, tu vois, il s'en fout. Il n'a pas été voir s'il y avait des études scientifiques. Il a dit ce qu'il a arrangé pour vendre son produit. Bah, tu vois, sur un domaine comme ça, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment besoin d'un département juridique pour savoir qu'il fallait pas le faire, tu vois. Puisque là, tu dis quelque chose qui va être faux directement, donc il y a pas vraiment de zone grise. Le point vraiment là qui est intéressant, c'est du coup, est-ce que les gens y croient? S'ils y croient, pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas à faire la vérification? Tu vois ce que je veux dire? Si toi et moi, on voit un claim de ce type-là sur une page, on se dit, bah, oui, tu as dit ça, mais il n'y a pas une astérix, il n'y a pas des sources sur tes études, etc. Donc c'est peut-être à ce niveau-là aussi que tu peux regarder, c'est-à-dire pourquoi essentiellement est-ce que les gens y croient, pourquoi est-ce que les gens veulent y croire, et comment est-ce que tu peux former les gens pour qu'ils soient plus à même en fait de se dire que si on te fait une affirmation factuelle, cette affirmation elle devrait pouvoir être vérifiée. En particulier si on t'affirme qu'il y a des études qui normalement sont trouvables par un lien, tu vois. Ouais. Alors pourquoi les gens y croient? Parce qu'en fait, c'est vraiment bien fait. Enfin, tu vois, parce que par exemple, ils incriminent les céréales. Ils auraient dit la même chose avec les protéines. Les gens n'y auraient pas cru parce qu'ils n'ont pas d'a priori négatif sur les protéines. Ouais. Mais les céréales, eh ben, il y a un a priori négatif parce que en humaine, le gluten, les céréales, le sucre, les mycotoxines, ça fait un gros gloubi-boulga. C'est compliqué, c'est scientifique, donc on ne sait pas trop. Mais du coup, on sait que le sucre, les céréales, ça, c'est pas bien. Donc comme ils surfent sur un truc qui est facile à croire, en fait, c'est une fausse information convaincante. Ils font toujours ça, tu vois. Ils surfent sur des trucs que les gens sont déjà un peu convaincus et du coup, ils y croient. Mais ton opinion, du coup, c'est que ces produits ils sont juste inutiles, c'est qu'ils sont potentiellement utiles, mais il n'y a juste pas les preuves au niveau des céréales. C'est quoi ta position à ce niveau-là? Scientifiquement, il n'y a aucune preuve qu'il y a un problème avec les céréales, donc c'est juste un hold-up marketing merveilleux. Et là, les produits vendus par tous ces gens, ces DNVB, donc ces marques sur Internet. Alors, tu vois, tu dis, je te parle beaucoup des écoles de commerce parce qu'en fait, je vois toutes ces marques sont fondées par 2 personnes sorties d'école de commerce. Donc, j'ai fait le lien en me disant, mais c'est pas possible, il y a un truc qu'ils apprennent en école de commerce. Mais c'est peut-être pas le cas, tu vois, peut-être que je me trompe, je connais pas du tout ce milieu. C'est possible que ce soit un manque d'imagination et qu'ils se copient tous les uns les autres. Alors ça, c'est totalement vrai. Je pense que c'est totalement vrai. Et du coup, c'est pas tellement que les produits sont merdiques. La plupart, c'est juste des produits génériques. Mais au lieu de les vendre à un prix générique, ils les vendent à un prix super premium, super cher, juste par la magie du marketing. Et en fait, c'est de la tromperie client. Tu vas vendre à quelqu'un, oui, si tu achètes mon produit, ton chien, il va vivre plus longtemps. En fait, c'est pas vrai. Donc, c'est plutôt contre ça que je me bats, tu vois. Ouais. Après, sur la question de la tromperie marketing et du fait que tu puisses pas faire ces affirmations si tu n'as pas les preuves de les faire, je suis totalement d'accord avec toi. Après, je questionnerais en fait, plus tu vois pour dézoomer, supposons que tu puisses empêcher les gens de dire ça. Si tu regardes plus largement là de ce marché, en marketing, tu verras qu'il y a beaucoup de produits qui sont vendus plus cher que d'autres produits sur la base de la marque. Tu peux regarder dans le domaine de l'habillement, etc. Mais même sans aller là, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus proche de ce dont on parle. Et je dis ça pas pour défendre qui que ce soit. Je donne juste du contexte de pourquoi est-ce que les gens pourraient croire un élément ou un autre. Je connais beaucoup de gens qui vendent des suppléments alimentaires, donc pour humains. Vraiment beaucoup d'Américains qui le font. Donc eux, ils sont sous le poids d'une régulation extrêmement précise par la FDA sur ce qui peut être dit ou non sur le supplément alimentaire. Et pourtant, ces gens vont vendre des très très grandes quantités de suppléments alimentaires. Donc on parle de millions par an et parfois de millions par mois du supplément alimentaire. Et en fait, tu leur parles et ils te disent, en fait, on ne peut rien dire sur le supplément. On peut faire aucune affirmation dessus.
On ne peut pas du tout dire ceux qui sont censés aider, ceux qui sont censés traiter, etc., parce qu'ils ne sont pas approuvés comme médicaments aux États-Unis, donc on ne peut rien dire. Et malgré tout, ils arrivent à vendre. Pourquoi ? Alors après, il y a différentes hypothèses. Tu vois. Parce que effet placebo, parce que les gens ont envie d'y croire, parce que finalement, comme n'importe quel produit, s'il y a un bon marketing, les gens ont envie de payer plus cher pour, de la même manière qu'ils payent plus cher pour un t-shirt ou un resto différent, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont s'empiler dessus. Et que même si tu mets de côté les fausses affirmations, qui sont effectivement un problème, tu vas découvrir que ça ne va pas forcément être la seule raison pour laquelle les gens font ces choix. Et pour laquelle certaines personnes sont capables de vendre plus cher quelque chose et quelqu'un d'autre vend moins cher. Alors évidemment, tu as des exemples dans le domaine de l'habillement sont évidents, de marques qui vendent un simple t-shirt pour 50 €, alors que chez l'autre, il coûte 5 €. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait une différence de qualité, mais la marque, le marketing est différent, l'histoire qui est racontée. Donc la différence, ça va être le feeling que les gens ont. Tu achètes ce produit, tu as le feeling d'avoir acheté un bon produit, d'avoir fait un bon truc pour ton chien, etc. Et je pense que c'est là-dessus en fait, que va se trouver le point de décision. Et c'est comme ça qu'en fait, avec des trucs très vagues, en fait, des affirmations très vagues qui ne sont même pas vraies, qui ne sont même pas vérifiables, ça passe, parce que ce que les gens vont, c'est pas vérifier un résultat final, mais ils partent sur un feeling, une vibe qu'ils ont par rapport à la marque et l'image d'eux-mêmes que ça leur donne. Donc en un sens, si je te donne, je ne sais pas combien ça coûte un paquet de croquettes, mais on va supposer un paquet de croquettes à 10 €, un paquet de croquettes à 30 €, et je te dis, mais les croquettes sont super premium, et bien tu achètes les croquettes à 30 €, tu dis, ah là là, j'ai fait un bon truc pour mon chien, j'ai dépensé 30 € dans des croquettes, premium, etc., je ne vais pas acheter un truc cheap. Et donc du coup, même si le produit est exactement le même, et bien toi, tu en as eu une perception qui est différente, et tu as ressenti quelque chose de différent avec ça. Et en fait, c'est à ce niveau-là, tu vois, qu'il y a pas mal de leviers marketing qui va se trouver. C'est sur l'histoire qui est racontée. Et c'est pas juste, tu vois, le marketing, c'est pas juste faire passer une information qui est fausse, en fait. C'est faire passer une histoire, un feeling, une vibe, etc. Et que même potentiellement, si tu retires ces fausses informations, eh bien, il reste en fait ce feeling, et que probablement ces marques, en tout cas une partie, pourrait continuer à exister. Comme c'est le cas dans les suppléments alimentaires pour humains, qui généralement ne peuvent faire aucune claim. Donc je pense que si tu vas sur Amazon.fr aujourd'hui et tu cherches n'importe quel supplément alimentaire et tu lis la description, et ben en fait on ne dit quasiment rien parce qu'ils peuvent quasiment rien te dire et pourtant les gens les achètent. Alors nous c'est un peu vrai aussi dans le pet food, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu as le droit de dire contribue à la bonne santé d'eux, mais tu n'as pas le droit de dire prévient ou guérit. Je pense que c'est le même principe qu'en humaine, donc c'est très, enfin tu vois, il y a des choses que tu as le droit et que tu n'as pas le droit de dire, mais si ils faisaient que ça, ce serait ok, et que tu vendes parce que tu es un bon marketeur, tu es sûr à raconter des belles histoires et tout ça, il n'y a pas de souci, mais là actuellement, voilà, ils dépassent un peu les bornes. Mais ton histoire justement des histoires qu'on raconte, c'est assez rigolo, parce que justement, ces deux jeunes sortis d'école de commerce qui montent leur marque sur Internet du pet food, c'est toujours la même histoire. Donc c'est toujours deux amis d'enfance, ils sont toujours passionnés d'animaux. Alors moi ça me fait rire, tu vois, t'es passionné d'animaux et donc t'as fait HEC, je vois pas trop la logique. Ils ont un animal mignon, donc généralement ils ont un chat, ou s'ils ont un chien, c'est plutôt un bulldog français, tu vois, faut ça quand même un peu mignon. Enfin, sous réserve que tu trouves les bulldogs français mignons, mais la plupart des gens c'est le cas. Et puis cet animal, il tombe malade. Alors évidemment c'est la faute de la nourriture, à croire qu'il y a que ça, quoi. Et ils explorent le marché. Ils voient qu'il n'y a rien de satisfaisant, donc ils décident de créer leur marque pour disrupter le marché. Bon, ça, c'est un terme, je pense, anglophone, mais... Et ils sauvent leur animal, et après, ils te disent, du coup, maintenant, ça va sauver le vôtre. Mais moi, je me dis, c'est assez fou, tu vois. Enfin, on parle quand même de nutrition animale, on parle d'un domaine technique, tu vois, pas de fringues. Et les mecs se disent, souvent c'est les mecs, mais il y a des nanas. Moi, je suis capable d'évaluer le marché et de dire, il n'y a rien de satisfaisant sur le marché, mais sans y connaître rien du tout en nutrition animale. Et ça passe, et les gens leur font plus confiance à eux parce qu'ils ont dit qu'ils aimaient les animaux qu'à nous, les vétérinaires, qui sommes parfois perçus comme des gens vénaux qui font ça juste pour avoir une piscine à débordement dans notre jardin, tu vois. Et ça, je me dis, c'est quand même assez fou, tu vois, qu'ils arrivent à faire ça. Enfin, quelque part, j'admire. Hein. Mais niveau humilité, je me dis, ils n'ont pas de souci à se dire... Je pense qu'ils y croient, en plus, qu'ils ont pu examiner le marché du pet food et dire, il n'y a rien de satisfaisant, tu vois. Probablement, parce que sur tous les marchés, tu as des gens qui vont te dire j'ai examiné le marché des déodorants, il n'y avait rien de satisfaisant. Et en un sens, tu peux dire écoute, pourquoi tu crois pas que je sais pas quelle serait une grande marque de déodorants Nivea, tu penses pas que Nivea aurait eu cette idée avant toi si ça. Et pourtant, il y a des gens qui lancent des marques de déodorants et ça cartonne et voilà, et ils disent j'ai fait un déodorant naturel sans parabènes, sans machin, etc. Et ça fonctionne.
Alors après, est-ce que les consommateurs vont aller chercher concrètement quelles sont les études qui disent que le parabène c'est bien ou c'est pas bien? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont y aller. Donc après, la question c'est que la majorité des gens ne sont pas extrêmement, en fait, sont beaucoup plus sensibles aux histoires qui se racontent, hein, même pas qu'on leur raconte, mais les histoires qui se racontent, plutôt que simplement la science en tant que telle, notamment comme des domaines comme la nutrition, etc., où il y a un sentiment que la science est contradictoire, obscure, et pas toujours tenue par des gens qui ont des bonnes intentions, notamment avec l'idée que souvent la nutrition peut être cooptée par des grands groupes, etc. Vrai ou pas vrai, hein, c'est juste l'histoire que les gens peuvent se raconter. Et que donc, du coup, si tu es une petite start-up et tu dis, nous, on a découvert que telle chose n'était pas bonne pour vous, et on va vous expliquer pourquoi, et on a une histoire intuitive pour laquelle ce n'est pas bonne, ça c'est extrêmement important. J'avais toute une anecdote dans mon bouquin sur les perturbateurs endocriniens. Et le fait qu'on m'expliquait que si je faisais cuire un truc dans ma poêle, ça allait mettre des perturbateurs endocriniens dans mes œufs et que j'allais être perturbé par mon système hormonal. Je suis mal capable de te restituer le mécanisme. Tu vois. Et versus des gens qui vont te dire, il y avait toute une mouvance aux États-Unis à un moment donné, qui est toujours le cas, je crois, que si tu mangeais trop de soja, en gros, ça allait déclencher de l'œstrogène chez toi et tu n'allais pas aussi être viril. Et donc, du coup, c'était un énorme mouvement, notamment chez les bodybuilders, etc. C'est un truc aligné sur la droite américaine, etc. Et pourquoi est-ce que ce mouvement était aussi gros ? Parce que le soja a une molécule, qui est une vraie molécule, qui s'appelle phytoestrogène. Et que donc, phytoestrogène égale œstrogène égale tu vas devenir moins viril. Et donc, il y avait un mécanisme qui, aussi absurde qu'il puisse sembler, semblait logique et que les gens pouvaient comprendre et expliquer. Et 3 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, je suis capable de te réexpliquer cette histoire de phytoestrogène, là où l'histoire des perturbateurs endocriniens dans la poêle Téflon, je ne suis pas capable de te la raconter. Donc le fait d'avoir un mécanisme qui soit compréhensible et qui soit intuitif est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant et important. Donc par exemple, moi, ce à quoi ça me fait penser quand tu m'expliques cette histoire de céréales, c'est tout le mouvement paléo et le mouvement keto. En gros, pour les humains, tu manges surtout de la viande et des légumes. Pourquoi ? Et quelle était la grande histoire du mouvement paléo ? La grande histoire du mouvement paléo, c'est l'être humain n'a pas évolué dans un environnement d'agriculture, mais dans un environnement de chasseurs-cueilleurs. L'agriculture, il y avait beaucoup plus tard. Il a été documenté qu'à partir du moment où on a eu de l'agriculture, on a commencé à manger des graines, la santé de l'être humain s'est détériorée. Avec, tu peux voir les squelettes, et les dents sont pourries, et les squelettes sont plus petits, et ils avaient plus de maladies, etc. Et que donc, si tu voulais être en bonne santé, il fallait revenir à la nourriture qui était celle pour laquelle ton corps a été optimisé pendant des millions d'années par l'évolution, qui était celle d'un chasseur-cueilleur, donc manger des légumes et de la viande, etc. Et pas de grains et de trucs qui ont été cultivés, et certainement pas de produits industriels, etc. Donc là-dessus, si tu veux, c'est un énorme, énorme mouvement extrêmement influent, tout ce qui est keto, paléo, à l'échelle mondiale. Je ne saurais pas te dire concrètement s'il y a des études qui le soutiennent. Il y en a sûrement, mais il y en a sûrement qui sont dans le contraire. Et si tu faisais une méta-analyse de l'ensemble de la littérature, quel serait le poids de cette méta-analyse dans une direction ou dans une autre, favorable ou non à ce régime particulier. Et la vérité, c'est que les gens, c'est pas là-dessus qu'ils prennent la décision, en fait. C'est-à-dire, ils prennent la décision parce que l'histoire, elle fait sens pour eux. Et après, ils l'essayent. Et ça marche pour eux. Donc, est-ce que ça marche pour eux pour un facteur de paléo ? Est-ce que ça marche pour eux pour un facteur annexe ? Par exemple, tu passes au régime paléo, tu arrêtes de boire du Coca-Cola tous les jours, et en fait, tu aurais très bien pu continuer à manger des céréales, c'est le Coca-Cola que tu as retiré qui va mieux. Tu vois, il y a plein de facteurs et de corrélations, etc., qui fait que les gens peuvent mieux se sentir versus nous. Donc, dans le cas des animaux, il y a et honnêtement, le problème supplémentaire pour moi, mais qui est un problème plus grand avec la question, c'est que tout d'un coup, cette décision, elle est prise par une personne pour un animal qui est dépendant et qui lui-même n'a pas vraiment la capacité de pouvoir s'exprimer sur la question, etc. Ce qui veut dire que du coup, ça pose une surcouche particulière, mais qui pourrait être appliquée tout au-delà de ce domaine. C'est-à-dire que dans tous les cas, nutrition ou pas nutrition, marque d'HEC ou pas marque d'HEC, là, ces animaux, ils sont sujets aux décisions de quelqu'un d'autre. Donc, pour te dire, dans leurs propres décisions sur leur propre régime, la plupart des humains
ne prennent pas sur un facteur purement scientifique cette décision. Et donc, a fortiori, pour leurs animaux, tu peux t'attendre à voir le même phénomène. Ce que tu racontes là, c'est intéressant parce que tu dis c'est simple, c'est fluide, c'est une histoire, c'est facile à s'approprier et ça. Et je pense que la science, elle a le gros défaut. Alors, les vulgarisateurs et vulgarisatrices comme moi, on essaie justement de contrer ce défaut, mais de dire, en fait, on ne sait pas trop, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine, oui mais non, et ils n'arrivent pas à trancher. Et je pense qu'on l'a vu aussi un peu pendant le Covid, ça a fait ça, et que les gens, ils veulent noir ou blanc, ils veulent pas, on ne sait pas trop, c'est plus compliqué, et c'est hyper dur pour eux de comprendre ça. Et du coup, si la science fait ça, en face, il y a une belle histoire, et la belle histoire, elle gagne. Et ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis aussi, tu l'expliques hyper bien, c'est que ils passent au régime paléo et ils disent c'est le régime paléo qui m'a amélioré, donc par exemple l'absence de céréales, et c'est peut-être l'arrêt du coca. Et nous, c'est exactement pareil quand ils passent sur un aliment sans céréales, ils disent c'est l'arrêt des céréales. Mais en fait, tu passes d'un aliment A à un aliment B, comme toi d'un régime A à un régime B, il y a 12 millions de différences et ils vont mettre l'amélioration de leur chien sur une chose. Et parfois, le pouvoir de l'esprit, de la croyance est tellement fort que les gens, il y a un côté placebo, enfin même pas placebo, c'est-à-dire qu'ils vont pas voir les défauts du régime. Souvent, les régimes sans céréales, ils enlèvent les céréales. Et c'est exactement pareil que pour le paléo, c'est basé sur le fait de le chien dans la nature, il est issu du loup. Bon, déjà ça, il y a 15 000 ans entre l'ancêtre du loup et le chien, donc il est quand même très, très... Enfin, comme nous et les singes, tu vois. C'est comme si nous, on disait, il faut manger comme les singes, tu vois. Donc bon, bref, c'est pas scientifique, mais peu importe. L'histoire, c'est celle-là. C'est le chien, il est issu du loup, il doit manger comme un loup. Et donc, le loup ne mange pas de céréales, donc le chien ne doit pas manger de céréales. Bon, le loup ne mange pas de croquettes non plus, et le loup ne ressemble pas à un bulldog français, mais peu importe, ça marche. Et du coup, les gens disent, OK, il ne doit pas manger de céréales. Et comme il est issu du loup, c'est un carnivore, il doit manger beaucoup de protéines. Donc, il remplace les céréales par des légumineuses, donc typiquement du pois ou des lentilles. Comme ça augmente en plus les protéines. Et il n'y a pas de céréales. Il y a quand même de l'amidon qui est dans les céréales et qui est aussi dans les légumineuses. Mais ça, personne ne le dit. C'est juste, il n'y a pas de céréales, donc c'est bien. Je pense aussi le fait qu'il y ait 100, ça marche bien quand même. Et avec ces régimes, si tu vois, si tous les jours tu manges 15% de lentilles ou de pois, à mon avis, digestivement, c'est un peu chaud. Tu vois. Donc il y a plein de chiens qui, avec ça, ont des gaz, font des selles molles et tout ça. Et si tu le demandes pas au propriétaire, ils vont pas te l'évoquer en consultation, alors que c'est un motif de consultation. Tu vois, un chien qui a des gaz tout le temps, au point que tes invités changent de pièce, ou qui a des selles molles, tu vois, c'est pas normal. Et ils vont dire, non, c'est pas possible. Enfin, tu vois, le sans céréales, c'est tellement bien, on m'a tellement prôné que c'était la meilleure alimentation, qu'ils vont même pas envisager que ça puisse ne pas être si bon que ça. Et je pense que pour le régime keto et ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens à qui ça convient pas. Mais soit ils vont pas le dire, soit de toute façon, on va pas les entendre. Et du coup, on a l'impression que si tout le monde adoptait ce régime, ça conviendrait à tout le monde. Alors je pense qu'il n'y a pas un régime qui convient à tout le monde. Aussi. Donc c'est la question du sang, qui est tout un historique dans l'humanité de prescription alimentaire. Donc tu peux réfléchir à différentes religions qui ont des interdits alimentaires. Et les gens réfléchissent beaucoup, selon mon expérience, en termes d'interdits, en termes de nourriture qui sont bonnes et de nourriture qui sont mauvaises. Donc c'est quelque chose de très noir et blanc en fait, et que les gens veulent qu'on te dise sans ce truc parce que c'est un truc qui est mauvais. Donc effectivement, beaucoup de nourriture ou de produits santé. Donc je pense par exemple, tu vois, j'ai évoqué les déodorants tout à l'heure, il y a toute une vague de marques de déodorants sans tel ou tel produit nocif. Ça marche bien parce que les gens ont envie de penser qu'il suffit de retirer quelque chose et que c'est des choses qui vont rentrer dans ton corps. Donc c'est un fantasme en fait fantasme ou un phénomène de pureté et d'impur en fait. Garder ton corps pur et ne pas faire rentrer des choses qui sont impures. Et après, qu'est-ce qui est pur ou impur? Et bien ça a changé au fil des années. Fondamentalement, ça vient d'une intuition de pathogènes, en fait, de maladies, etc. Donc c'était ne pas faire rentrer des aliments pourris ou des excréments dans ton corps, etc. Ne pas toucher des personnes qui sont mortes d'une cause inconnue et séparer bien tout ça. Donc il y a ce phénomène de pureté-là qui ensuite dérive dans tout un tas de prescriptions alimentaires qui elle aussi, il me semble, si tu regardes l'origine de différents interdits, c'était souvent des éléments comme les crustacés, etc., ou certaines viandes qui se conservaient mal. Et au fil du temps, cet instinct-là, il continue à exister et il est renforcé par tous les scandales qui ont existé au fil des années de « Ah tiens, on a donné tel aliment aux gens et c'était pas bon, il y a tel produit qui est utilisé, l'amiante, etc. » Et on a l'idée que ton corps fonctionnerait parfaitement bien si seulement tu pouvais empêcher d'être contaminé par des produits impurs. Donc ça, c'est une intuition extrêmement forte. Et donc à partir du moment où on te dit tiens, du coup, les céréales, c'est le problème, et on retire les céréales, c'est une histoire qui fait sens pour toi.
Maintenant, si tu me dis, du coup, on a rajouté d'autres produits qui eux-mêmes ont un problème, et ben là, tu prépares juste la prochaine vague de marques qui vont dire, vous savez que ces marques sans céréales incluent de l'amidon, et ben nous, on va pas avoir d'amidon ou de légumineuses, etc. Et je pense que c'est effectivement souvent de cette manière que les gens réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut que je retire ? Alors qu'en fait, tu pourrais très bien réfléchir d'un point de vue nutrition et te dire, ça n'a pas de sens en fait. Tout aussi souvent, peut-être, les problèmes de nutrition, c'est un problème de carence de telle ou telle vitamine. Ça pourrait tout autant avoir du sens. Mais il y a un petit peu cette idée que tant que ton corps reste pur, ton organisme reste pur, tout va bien. Et c'est uniquement les impuretés extérieures qui vont te causer des maladies. Et ce côté de sang, tu vois, par exemple, typiquement, j'ai acheté un shampoing et c'était écrit sans bétaïne. J'ai aucune idée de ce que c'est la bétaïne à part le citrate de bétaïne, tu vois. Mais si c'est marqué dessus, ça veut dire que c'est mauvais. C'est ça. Et ça se trouve, ils l'ont inventé, ça existe pas. En plus, tu te dis, mais ça veut dire que les autres en mettent. Et du coup, tu vois, tu dis, mais moi j'ai vraiment bien fait d'acheter sans, parce que tu imagines les autres mettent de la bétaïne. Je ne sais pas ce que c'est. Et en pet food, c'est pareil. Tu vois, ils vont dire, ouais, on est sans OGM. Typiquement, en Europe, tout doit être sans OGM. Si tu mets des OGM, tu dois l'écrire. Tu es là, oui, mais en fait, tu le dis pour paraître plus vertueux que les autres, mais c'est comme un chauffeur de taxi qui te dirait, ouais, moi j'ai le permis. Ouais, j'ai envie de te dire, encore heureux. C'est un peu une façon de se faire mousser et de dire qu'on lave plus blanc que blanc, quoi. Il y a un épisode de Mad Men où Lucky Strike viennent les voir. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant par rapport à ton domaine. En gros, Lucky Strike viennent les voir et font, on a un problème. Donc eux, c'est une agence de pub. Ils viennent voir l'agence de pub et ils font, on a un problème. C'est quoi votre problème ? Eh bien, le gouvernement américain a décidé que les cigarettes, c'était mauvais pour la santé, devine quoi, et que donc, on n'a plus le droit de dire que nos cigarettes sont meilleures pour la santé que d'autres cigarettes. Précédemment, ils avaient des trucs en disant « Ah tiens, on a un nouveau filtre, machin, ces cigarettes sont meilleures pour votre santé. » On n'a plus le droit de faire rien, on n'a plus le droit de toucher à la santé du tout. Comment est-ce qu'on va faire ? Toute notre pub est basée dessus. Et l'idée qu'ils leur sortent chez l'agence de pub, c'est la suivante. C'est on va raconter le processus de fabrication de Lucky Strike. Comment vous allez récupérer le tabac et comment vous allez le griller, le tabac, avant de le rouler. Et le slogan, ça va être « Lucky Strike, it's toasted ». Donc c'est grillé. Là, tu as comme une tartine parfaitement grillée, c'est ça ta cigarette, elle est parfaitement grillée. Ce qui veut rien dire, c'est purement une histoire, c'est purement une évocation. Il n'y a aucune claim, il n'y a rien que le gouvernement américain peut leur dire derrière. Et le gars de Lucky Strike arrive et il fait mais c'est comme ça qu'on fait du tabac en fait, donc tous nos concurrents font la même chose. Et le gars lui fait mais eux ils le disent pas. Donc tu peux prendre quelque chose que tout le monde fait et être le premier à le dire. Et ça marche en fait. Et ça marche parce que les gens l'associent. Et en fait, les gens, s'il y a une procédure de fond, un truc évident que tout le monde doit faire et que toi tu le mets en avant, eh bien tu peux effectivement en tirer parti. C'est un levier qui est connu en fait, qui existe depuis longtemps et qui a souvent été utilisé par des gens qui se sont dit mais en fait on pourrait raconter le derrière des coulisses de notre produit qui est un truc de routine mais le rendre intéressant. Et tout d'un coup, ça va donner l'impression qu'on fait quelque chose de plus compliqué que nos concurrents, parce que les gens ne se sont jamais posé la question de comment ce produit a été créé, et qu'en fait, si on leur raconte toutes les étapes du produit, c'est vrai que ça a l'air assez impressionnant. Et donc ça, c'est effectivement une technique qui est assez connue. Alors, il me semble que dans pas mal de cas, il y a des régulations. Je ne sais pas exactement si c'est le cas en Europe, mais ils te disent conformément à la réglementation. En tout cas, c'est sur les produits aux États-Unis. Là, c'est ça. Si tu mets sans OGM, il faut que tu mettes une astérisque conformément à la réglementation en vigueur. Écrit en police 2, en bas dans un coin. Donc ça, c'est un petit peu... c'est l'aspect régulation de ça. Alors après, est-ce que ça veut dire que tu dois interdire aux gens de dire sans OGM Après, si tu veux, ça devient un jeu marketing de dire on a plein d'éléments qu'on pourrait mettre en avant, quels éléments on a envie de mettre en avant versus quels autres. Est-ce qu'on a envie de dire notre truc il est plutôt sans sucre ? Est-ce qu'il est plutôt délicieux et gourmand ? Est-ce qu'il est plutôt sans OGM ? Et donc tu vas avoir différentes marques en fait, qui vont prendre des décisions différentes à ce niveau-là. Par exemple, je lisais une anecdote intéressante par un gars qui est, je crois, le directeur marketing de l'agence Ogilvy au Royaume-Uni, et qui expliquait que si tu avais un produit, mettons, tu as une marque de gâteaux, tu vois, de cookies, des Oreos, un truc comme ça, ou des cookies un peu au chocolat, et que tu marques sur l'emballage que c'est bon pour la santé, que tu as réduit le sel, que tu as réduit le sucre, les gens qui vont manger ce cookie vont le trouver moins bon que si tu n'avais rien marqué, en fait. Et donc, il conseillait à ses clients
qui voulaient rendre leurs produits meilleurs pour la santé, dans certains domaines, de ne pas écrire sur leur packaging qu'ils avaient réduit le sucre, même si le goût était identique. Pourquoi ? Parce que ça allait faire un effet placebo inversé. Et les gens allaient tout d'un coup trouver le cookie moins bon. Parce que s'il est meilleur pour la santé, si c'est moins un excès, et bien tout d'un coup il est moins plaisant. Et évidemment, c'est un domaine, si c'est un produit que les gens achètent avant tout pour le plaisir, et bien du coup ça réduit leur envie d'acheter ce produit. Puisqu'évidemment, les gens qui cherchent un produit faible en sucre n'achètent pas cette marque de cookie. C'est peut-être un cookie qui, lui, est marketé faible en sucre, etc. Alors que parfois, si tu regardes exactement les ingrédients, il y a quand même pas mal de sucre dedans, et que si vraiment tu ne voulais pas consommer du sucre, ben peut-être que tu manges pas du tout de cookies, en fait. C'est connaître sa cible, quoi. C'est connaître pourquoi les gens achètent ton produit et du coup leur dire ce qu'ils veulent. Mais d'ailleurs, ça, c'est pareil en pet food, tu vois. Tu vends aux gens ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, tu vois, en nutrition humaine, on dit beaucoup, il faut cuisiner soi-même, il faut fuir les produits industriels, tout ça. Donc, les gens transposent à leur animal et se disent, il faudrait que je cuisine moi-même pour mon animal. Ouais. Seulement, personne n'a le temps, personne n'a l'argent et personne ne le fait. Mais du coup, les pet fooders savent que les gens veulent ça et ils vendent ça aux gens. Donc, du coup, ils vont leur vendre de la déculpabilisation de ne pas avoir cuisiné eux-mêmes pour leurs animaux en leur vendant une histoire de c'est comme si vous aviez cuisiné. Et ils mettent des photos d'assiettes d'humains avec des produits humains dedans en disant en gros c'est ça qui est dans les croquettes. Alors c'est faux, c'est pas ça qui est dans les croquettes, donc ça c'est illégal de faire ça. Tu as le droit de mettre en photo que les matières telles qu'elles sont rentrées dans ton extrudeur, donc dans ta machine qui fabrique les croquettes. Mais du coup c'est ça, ils vendent ce que les gens attendent et les gens ils savent pas qu'ils attendent de la déculpabilisation. Tu vois, personne se dit tiens pourquoi j'achète ce produit, mais en vrai ils l'achètent pour avoir bonne conscience et pour avoir l'impression d'être des bons maîtres, des bons propriétaires. Surtout que, comme tu vois, les petites marques, elles se positionnent sur les pet parents, donc les gens qui considèrent leur animal comme un enfant. Parce que du coup, tu es beaucoup plus impliqué. Si tu es beaucoup plus impliqué, tu es beaucoup plus prêt à mettre de l'argent dedans. Et maintenant, la nouvelle mode de la déculpabilisation, c'est aussi le naturel, mais c'est la déculpabilisation écologique. Parce qu'avec la sortie du GIEC, tu peux pas avoir loupé que le GIEC a fait un rapport, même si personne l'a lu, tu en as quand même entendu parler. Donc les gens savent qu'il y a quand même un problème avec le climat et voudraient quand même faire quelque chose pour mieux dormir la nuit. Et donc maintenant, les marques leur vendent littéralement de sauver la planète. C'est écrit, peut-on sauver la planète en gobant des mouches, parce qu'ils vendent des croquettes aux insectes qui sont, en l'état actuel des choses, pas plus écologiques que le pet food standard, mais je pense qu'ils le savent même pas eux-mêmes, et quand on leur dit, ils veulent pas trop l'écouter. Mais ils vendent aux gens ce qu'ils veulent. Et ils leur vendent approuvé par la planète, faites du bien à la planète, ce qui n'est pas autorisé par la publicité non plus. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, ça me semble assez vague. Et quel est l'élément spécifique ici qui semblerait problématique ? Approuvé par la planète, par exemple ? Uh-huh. Bah, que c'est physiquement pas possible que la planète elle ait dit que ce soit bien. D'accord. Ok. Donc juste sur le simple fait de l'illogisme. Ok. Ouais, ça, approuvé par la planète, c'est pour ça. Et le reste, plutôt sauver le monde ou je fais du bien à la planète, ça, il faut pouvoir le prouver. Et pour prouver que tu es plus écologique, eux, ils disent juste, bah, tu vois, l'OMS, elle a dit que toi, à la place de manger ton bacon du matin, si tu mangeais des insectes, ce serait plus écologique. Donc ça, c'est vrai pour des humains. Mais les animaux, ils mangent les restes que les humains ne mangent pas. Parce que nous, en Europe, on mange quand même très peu d'abats, de bas morceaux, on mange tous du filet. Donc une fois qu'on a abattu les animaux, qu'on a pris le filet, il reste des tonnes de trucs. Donc les chiens et les chats, ils mangent ça. Donc en fait, quelque part, c'est déjà du recyclage. Et l'élevage d'insectes, ça a des impacts. Et surtout qu'en Europe, c'est régulé. Tu peux pas les élever sur de l'huisier, du fumier, des restes de table. Donc tu leur donnes à bouffer la même chose que tu donnerais à bouffer à ton cochon qui a fait ton lard ou à ta vache. Tu dois les chauffer, ça vit à 28 degrés, il y a plein de choses. Donc en fait, actuellement, l'impact des insectes, s'il est bien moins important que ton steak de bœuf à toi, il est plus important que des protéines qui rentrent dans le pet food. Donc actuellement, en fait, les croquettes aux insectes ont plus d'impact. Mais si tu veux dire que alors je ne sais pas si tu peux dire sauve la planète, mais si tu peux dire bon pour l'environnement, durable, ça, tu as le droit, mais il faut pouvoir le prouver. Et pour le prouver, il faut faire une analyse de cycle de vie. Donc en gros, tu analyses ton produit, tu analyses tout ce qui est rentré sur toute la durée de vie de ton produit, les intrants, les sortants, les impacts sur l'environnement et ça. Et tu fais ça avec le tien, ça avec le produit standard. Et tu peux dire, si le tien, au final, il a une meilleure analyse de cycle de vie, donc un impact plus faible sur l'environnement, tu peux l'alléguer. Mais c'est un peu lourd, tu vois. Donc personne ne fait ça. Les gens disent, mais tout le monde se dit que la viande, c'est pas bien. Ça, tout le monde a un peu intégré que la viande, c'était pas écolo. Que les insectes, c'est bien. Et donc ils surfent sur la tendance
sans aller creuser et savoir si c'est vrai ou pas, quoi. Ouais. Encore une fois, mais tu le disais toi-même tout à l'heure, hein, c'est qu'est-ce que les gens achètent vraiment. Et si tu veux citer un autre, puisque je fais un peu le festival des grandes citations marketing, mais c'est juste pour donner une idée d'éléments qui sont connus depuis longtemps, mais une citation qui vient de probablement Ogilvy. Il y a deux raisons pour lesquelles une personne fait quelque chose. Une bonne raison et une vraie raison. Et donc c'est l'idée de les gens te disent qu'ils achètent ça pour X raisons. Ils achètent cette voiture parce que il y a de la place pour faire entrer tous leurs enfants, et puis en plus ça va les aider à aller au travail plus facilement, etc. Alors qu'en fait ils ont juste envie d'avoir ce modèle parce qu'il est assez cool et ils l'ont vu dans une série télé, tu vois. Alors, pour vraiment être extrêmement caricatural et pas extrêmement exact, mais c'est l'idée de une fois que tu veux vendre, tu dois en fait dire aux gens de leur parler sur deux niveaux en fait. Tu dois leur parler à ce qu'ils veulent vraiment, en l'occurrence dans ton exemple se déculpabiliser, et tu leur parlais sur la bonne raison qu'ils ont besoin de dire à leur entourage sur pourquoi ils ont choisi ce produit, qui est la bonne raison, quoi, la raison officielle. Et donc, du coup, tu as ces deux éléments. Si les gens voulaient vraiment sauver la planète, etc., eh ben, il y a d'autres. C'est pas vraiment sur le choix de ta nourriture pour chien que tu vas faire énormément de différence, en fait. Tu vas probablement réfléchir à où est-ce que je peux donner de l'argent pour limiter un impact carbone ou pour planter des arbres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas extrêmement logique d'imaginer que tu vas le faire en achetant ta nourriture pour chien. Donc les gens, ils veulent dire ça, mais c'est pas fondamentalement ici ce qu'ils recherchent. Il y a des gens qui sont extrêmement préoccupés par l'environnement et qui cherchent à faire des actions directes pour l'environnement, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont de toute manière acheter un produit, et en fait, ils vont de toute manière dépenser de l'argent dans ce produit. Ce qu'ils veulent avoir, c'est un petit bonus émotionnel supplémentaire, une petite raison supplémentaire pour leur choix. Peut-être qu'on leur épargne. Autre concept marketing assez important, le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est quand tu es face à beaucoup d'options qui te semblent assez similaires et où tu dois choisir entre ces options, et ça crée une grande dissonance psychologique parce que tu ne sais pas quelle est la meilleure option et tu as peur de choisir la mauvaise. D'un coup, on dit « Ah ouais, mais ce produit-là, il est bon pour l'environnement. » Et donc, ça facilite ton choix, même si en fait l'environnement, c'est pas ta priorité numéro un, ça facilite ton choix parce que ça s'embrique dans une entité que toi, tu as envie d'avoir, en fait, et ça différencie le produit sur la surface. Et finalement, est-ce que tu es si inquiet de ça, de savoir si ça va vraiment aider l'environnement? Je ne sais pas, parce que pour moi, si tu es vraiment inquiet de manière profonde de cette question-là, il y a d'autres actions que tu pourrais faire qui seraient plus logiques que d'essayer d'aider l'environnement par le biais de ta nourriture pour chien. Ne serait-ce que par exemple, si tu veux donner des mouches à manger à ton chien et que tu n'es pas toi-même végétarien, pour moi, c'est assez clair que ce que tu cherches à avoir, c'est une bonne conscience avec un minimum d'investissement en termes d'effort. Voilà, parce que c'est des éléments que tout le monde sait. Alors après, est-ce que les marketeurs le comprennent? Les marketeurs le comprennent très bien. Et donc du coup, il y a une double lecture en fait. Il y a une lecture de ce que tu veux vraiment d'un point de vue émotionnel. Il y a une lecture de ce qu'on te dit, qui est en fait ton histoire de couverture. Et dans ce modèle-là, en tout cas, le client serait complice, consciemment ou inconsciemment, de cette duplicité. Ouais, donc en fait, on leur donne une raison rationnelle de l'acheter et une raison émotionnelle de l'acheter. Exactement. Ok. Bon, moi maintenant, ma question, ça va être comment on fait, nous, scientifiques, vulgarisateurs et vulgarisatrices, pour lutter contre ça. Tu vois, comment on peut, on peut utiliser le marketing pour aider, enfin, tu vois, parce qu'au final, les gens, je me dis, ils se font un peu avoir, en l'occurrence dans mon domaine, puisque, je sais pas, comment on raconte des belles histoires, La question que j'ai pour toi, d'une part, c'est est-ce que actuellement il existe une science à tes yeux de la nutrition qui permettrait de faire un meilleur produit que ceux qui sont proposés? Il y a des bons produits qui sont proposés. Tu vois, la science, en fait, elle est déjà là, elle est déjà faite. Mais les gens ne font pas leur choix en fonction de la science. Et c'est surtout de les alerter sur le fait que, quelque part, on les manipule avec le marketing de façon parfois illégale sans respecter les lois de la publicité, parce que si c'était légal, en soi, je dirais, bah ok, tu vois. Et de leur dire, bah, vous voyez, quand on vous dit, par exemple, l'histoire de votre chien est un loup, donc il ne doit pas manger de céréales et tout ça, ça n'a aucun fondement scientifique. Et que les produits qui sont faits dans cette tendance sont pour le coup parfois délétères pour les animaux. Et réussir à faire passer ce message, sachant que ce sera un peu moins
intuitif que le message faux. Est-ce que c'est une loi de la nature qui fait que la vérité est toujours plus chiante que quand c'est trop intuitif, faut dire aux gens si c'est trop intuitif, ça pue? Pas forcément, parce que ce message en soi est contre-intuitif, quoi. En fait, généralement, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu vas avoir une contre-histoire. Donc, pour prendre notre exemple, quand un docteur, alors je ne me souviens plus si c'était en Hongrie, peut-être que tu te souviens mieux que moi, mais un docteur qui était un gynécologue s'est dit, bon, il y a un problème, il y a beaucoup de femmes qui meurent après avoir accouché. Et je pense que c'est parce qu'on ne se lave pas assez les mains et que sur nos mains, il y a des petites créatures invisibles que personne ne peut voir, mais ces créatures-là causent des maladies. Et tout le monde lui a dit, mec, t'as complètement perdu les pédales, ça n'a aucun sens. Et en gros, ce mec-là a été totalement blacklisté, a fini dans un asile de fous, etc. Et ce n'est que des décennies plus tard que sa théorie a été acceptée. Une théorie qui aujourd'hui est intuitive pour tout le monde. La théorie, il y a des microbes, il faut que tu te laves les mains, etc. Donc il existe une possibilité pour une histoire qui est à l'origine une histoire contre-intuitive de devenir la nouvelle histoire intuitive selon la manière dont elle est racontée et la manière dont elle va s'imposer. Et au fil des années, tu regardes que les intuitions des gens vont changer au regard de différentes choses. Par exemple, pendant des années, l'histoire qui nous avait été vendue, c'était quand une personne a une crise cardiaque, souvent c'est qu'il a trop de cholestérol. Le cholestérol, c'est du gras, donc il ne faut pas manger du gras, sinon tu auras une crise cardiaque. Et c'est une histoire qui était intuitive pour beaucoup de gens, par ce lien qui est similaire à celui du phytoœstrogène, mais qui aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement si la majorité de la population a changé d'opinion là-dessus, mais clairement la partie des gens qui ont à la place écouté l'histoire paléo-keto que j'ai raconté tout à l'heure, sont totalement dans le camp de le gras c'est très bien, mange tes œufs et ton bacon si tu veux, mais surtout évite à tout prix le sucre, parce que ça c'est pas du tout naturel. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe une histoire que tu peux raconter qui elle-même est intuitive, et là où il faut comprendre ce qui fait une bonne histoire est aussi en grande partie faite de sélection. Et c'est là où potentiellement les personnes qui sont très pointues sur la science peuvent trébucher. Donc, si je te raconte un film, je te montre un film, je vais te montrer certains événements de la vie de mon personnage, mais je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas faire un documentaire, je ne vais pas te montrer la personne en train de se brosser les dents, je ne vais pas te montrer des dialogues qui ne sont pas importants, etc. Chaque scène du film va faire avancer l'histoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'un bon film, une bonne histoire, va être assez sélectif, en fait, et ne va pas se perdre dans des détails qui ne sont pas importants pour le cœur de l'histoire. Ce qui veut dire que des histoires comme l'histoire paléo ou l'histoire des chiens qui sont des loups, etc., c'est une histoire qui va omettre beaucoup de détails. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une histoire qui est intéressante à ce niveau-là sur les légumineuses, par exemple, et l'impact qu'ils peuvent avoir. Finalement, ce produit-là est contredit par sa propre histoire si tu mets en lumière la bonne contradiction, qui est que, évidemment, les loups ne mangent pas de légumes, ni de mouches. Donc que ce produit est en soi contradictoire. Et c'est une histoire qui peut être passée de manière très... en quelques lignes, en fait, en un tweet, en 140 caractères, tu peux passer cette histoire, cette contradiction. C'est un bon titre, c'est une bonne accroche, c'est mémorable, c'est intuitif. Ah bah oui, c'est logique, d'un coup je l'ai compris, tu me l'as expliqué en 2 secondes, je l'ai compris. Mais si d'un coup on part du principe que il faut faire quelque chose d'extrêmement pointu et d'extrêmement complet d'un point de vue scientifique, eh ben tu dilues en fait le cœur de cette histoire qui est l'élément fort. Et donc c'est en ayant cette volonté d'être exhaustif, d'être pointilleux, d'être complet, que l'histoire peut s'affaiblir. Donc il n'y a pas de loi de nature qui dit que la vérité doit être plus chiante ou plus difficile à avaler qu'une histoire qui est inventée. Mais il y a une loi qui dit que les histoires les plus intuitives sont aussi les plus simples, et que par volonté de précision, on peut avoir tendance à complexifier trop les choses, ce qui fait que les gens les trouvent finalement plus compliquées à comprendre. Plus tu donnes de détails sur ton histoire, plus elle semble difficile à aborder. Alors que si elle est très simple, même si tu as omis beaucoup de détails, eh bien les gens ont l'impression de la comprendre beaucoup mieux, paradoxalement. Merci, tu mets de l'eau à mon moulin. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on s'en sortira par des punchlines et des titres chocs. Tu t'en sortiras par des punchlines et des titres chocs, et ça fonctionne. Donc par exemple, je vais donner un exemple personnel. Donc apparemment,
Donc il y a certains blogueurs moi, que je lis qui sont des blogueurs qui aiment bien écrire sur la santé, etc. Et j'ai lu un gars qui essentiellement écrivait sur les fausses viandes, tu vois, comment ça s'appelle, Impossible Burger, etc. Et qui te dit, bon voilà, on me dit que c'est bon pour la santé parce que c'est végétarien, etc. Mais en fait non, parce que c'est des produits pour avoir ce résultat qui est d'un point de vue gustatif impressionnant. On est sur un process industriel extrêmement complexe voilà, qui inclut tout un tas d'huiles végétales qui sont mauvaises pour toi, etc. Et finalement, c'est un article qui va être, des années après, ça m'est resté, et je m'en souviens, parce qu'on m'a démontré le truc, en me disant, voilà, en fait, oui, mais tu penses que, comment est-ce qu'ils ont ce résultat? Tu penses que c'est un truc super naturel? Bah non, c'est un truc industriel extrêmement compliqué. Donc est-ce que je pourrais te raconter le moindre détail de cette histoire? Non. Peut-être huile végétale vaguement, mais quelle huile végétale, je ne me souviens pas. Mais tu vois, cette idée centrale, elle est intuitive. Et ça fonctionne. Hein. Pour moi, voilà, aujourd'hui, je ne penserais plus jamais que manger de la viande artificielle serait meilleur que de manger de la viande venant d'animaux. Ce que je veux dire, c'est que avoir ces punchlines, comme tu dis, c'est efficace, c'est mémorable et ça marche. En fait. Une fois que tu as pu avoir le bon message sur la bonne personne. Après, est-ce que les gens ont envie de l'entendre? C'est une autre question. Mais selon mon expérience, les messages du type ce produit, en fait, c'est de la merde, pour utiliser un langage un peu léger, fonctionnent bien. Donc il y a beaucoup sur YouTube, par exemple, de gens dont l'ensemble du contenu, en fait, c'est de dire ce produit c'est nul, ce produit c'est une arnaque, ce youtubeur c'est nul, ce youtubeur c'est un débile, etc. Et pourquoi? C'est un autre principe marketing qu'on appelle le biais de négativité. Et donc ces messages de critiquer quelque chose d'autre et de descendre quelque chose, pour le meilleur ou pour le pire, ils sont assez faciles à propager, en fait. Ils sont assez viraux. Tant qu'ils sont suffisamment simplistes, en fait, pour être clair et net et noir et blanc et sans trop de nuances. Donc c'est là, encore une fois, où vient cette question du niveau de détail. Et je pense que ces messages-là, voilà, ce domaine-là, si ces marques peuvent exister, il n'y a pas de raison qu'un contre-message ne puisse pas exister. Et après, les gens, finalement, tu convaincras pas tout le monde. Les gens qui, fondamentalement, n'en ont rien à faire parce qu'ils cherchent juste à se faire une bonne conscience, ils vont peut-être pas écouter. Mais au moins, les gens qui sont vraiment dans une démarche de « je veux faire le mieux pour mon animal », et d'un coup, tu leur dis en fait, cet aliment que vous donnez, il est très mauvais pour votre animal, eux, ils peuvent t'écouter. À partir du moment où le message est suffisamment punchy pour les atteindre et suffisamment simple pour être mémorisé. Bon, tu me redonnes espoir, c'est très gentil. Et en tout cas, je te remercie parce qu'on a appris vraiment énormément de choses. C'était hyper intéressant. Donc, je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Et puis, j'espère te dire à bientôt sur d'autres. C'est toujours intéressant. Au moins, je suivrai tes newsletters, ton podcast et ta chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Et à bientôt. Dans cet épisode, nous avons constaté que, contrairement aux grands groupes, les marques digitales de pet food manquent cruellement de responsables réglementaires dans leur équipe. Elles nous racontent n'importe quoi, mais si ça marche, c'est que nous voulons y croire. Nous aimons les histoires bien racontées, avec un mécanisme qui semble logique, et nous partageons le fantasme de pureté lié au sang. Au final, nous sommes complices de la duplicité des marques. Au-delà de la bonne raison pour laquelle nous choisissons les croquettes de nos animaux, posons-nous maintenant la question de la vraie raison. Et si c'est la santé de notre animal, tournons-nous vers des marques qui font de la recherche en santé animale et s'appuient sur la science plutôt que sur la dernière marque digitale qui nous raconte une belle histoire mensongère. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!